Il y a un moteur Toyota qui peut s'arrêter net en pleine route, sans prévenir. Cognement, perte de puissance et le bloc qui se grippe. La cause ? Des copeaux de métal. De la limaille oubliée à l'intérieur du moteur pendant sa fabrication. Le constructeur le plus méthodique du monde, celui qui a fait de la propreté industrielle une religion, a laissé des résidus d'usinage détruire ses propres moteurs. Et le plus troublant, ce n'est pas le défaut lui-même, c'est que Toyota n'arrive pas à le réparer depuis 4 ans. Je vous explique pourquoi cette rustine ne tient pas. Alors posons les choses, parce que vous allez voir des titres partout, des chiffres qui dansent, et personne pour vous dire ce que ça veut vraiment dire. Toyota rappelle ses moteurs, pas 1, pas 10, pas 1000, près de 270 000 véhicules, étalés sur 3 campagnes successives. Et ces 3 campagnes, il faut les regarder une par une, parce que c'est leur enchaînement qui raconte l'histoire, pas le chiffre final. Première campagne, mai 2024. Un peu plus de 102 000 unités, des Tundra, des Lexus LX, millésime 2022 et 2023. À ce moment-là, Toyota pense tenir le problème. On identifie, on nettoie, on annonce une solution. Affaire classée, du moins, on le croit. Deuxième campagne, novembre 2025. Et là, ce n'est plus 102 000, c'est 126 000 de plus. Plus que le premier appel. Et nouveauté, pour la première fois, le Lexus GX entre dans la liste. Le périmètre s'élargit. Ce qui devait être un incident circonscrit se met à grossir. Troisième campagne, mai 2026. Il y a quelques jours à peine. Encore 44 000 camions ajoutés à la pile. Vous additionnez tout ça, vous arrivez aux alentours de 270 000 moteurs sortis d'usine avec une bombe à retardement dedans. Et je pèse mes mots, bombe à retardement. Parce que le défaut, là, il n'est pas cosmétique. On ne parle pas d'un capteur qui clignote, d'un écran qui plante, d'un joint qui suinte. On parle du palier de vilebrequin, le cœur du moteur, la pièce sur laquelle tourne tout le reste. Quand cette pièce lâche, ce n'est pas une réparation, c'est un moteur mort. Maintenant, qu'est-ce que Toyota représente ? Pour vous, pour moi, pour n'importe qui a passé 30 ans à mettre les mains dans les moteurs. Toyota, c'est le maître étalon. C'est la marque qu'on recommande quand on veut dormir tranquille. La voiture qu'on conseille à sa mère, à son gendre, au gars qui n'y connaît rien et qui veut juste que ça démarre tous les matins pendant 15 ans. Toyota, c'est l'increvable. Le moteur qu'on retrouve à 400 000 km avec son carnet d'entretien et 3 vidanges de retard et qui tourne encore comme une horloge. Ça, c'est la légende. Et la légende n'est pas usurpée. Je vais être clair là-dessus tout de suite, parce que je ne suis pas là pour vous raconter que Toyota est devenue une marque pourrie. C'est faux. En décembre 2025, l'organisme américain Consumer Reports a replacé Toyota numéro 1 mondial de la fiabilité. Numéro 1. Devant tout le monde. Devant Subaru, devant Lexus, devant les Allemands, devant tout le plateau. Mesurez bien le paradoxe. Au moment exact où Toyota traîne le plus gros rappel moteur de son histoire récente, au moment où elle arrache 270 000 blocs, on la couronne championne mondiale de la fiabilité. Les deux sont vrais, en même temps. Et c'est précisément ce qui rend cette histoire intéressante. Alors comment on réconcilie ça ? Comment la marque la plus fiable du monde se retrouve à arracher 270 000 moteurs ? Le moteur en cause, il a un nom, V35A-FTS, un V6 de 3,4 litres, biturbo. Et déjà là, premier détail qui en dit long. Toyota le commercialise en l'appelant 3,5 litres, 3,5, alors qu'il fait 3,4. Un mensonge minuscule, ridicule même, mais révélateur. Quand le marketing arrondit jusque dans la cylindrée gravée sur le couvre-culasse, c'est qu'on est déjà dans un monde où l'apparence prime sur la mécanique. Ce moteur, donc, il équipe le pick-up Tundra, le gros 4x4 Lexus LX et le Lexus GX. Des véhicules qu'on ne voit quasiment pas chez nous, je vous rassure tout de suite. Je vous montrerai à la fin pourquoi cette panne américaine est en train de vous parler, à vous, dans votre garage, en France, en 2026. Revenons aux défauts. Pendant l'usinage du bloc moteur, des copeaux métalliques, de la limaille, des résidus d'usinage qui, selon Toyota lui-même, n'ont pas été entièrement éliminés avant l'assemblage. Et ces copeaux, sous l'effet de la charge, ils migrent. Ils se déplacent à l'intérieur du moteur et viennent se loger là où il ne faut surtout pas, le palier numéro 1 du vilebrequin. Et là, c'est mécanique, implacable. Le palier travaille sous des charges énormes, avec des tolérances de l'ordre du centième de millimètre. Vous glissez une saleté là-dedans,
ça ne pardonne pas. Le métal frotte le métal, ça chauffe, ça s'use, et un beau jour, le palier se grippe. Le vilebrequin se bloque, le moteur s'arrête, net. Toyota précise même que selon la taille des copeaux, le processus peut prendre du temps. Certains débris sont si petits que la dégradation s'étale sur des mois, voire des années. Traduction concrète pour le propriétaire, votre moteur peut héberger sa propre fin sans le moindre symptôme pendant très longtemps. Tout va bien, jusqu'au jour où plus rien ne va. Les symptômes officiels, ceux que Toyota a communiqués aux autorités américaines, la NHTSA, cognement, fonctionnement irrégulier, refus de démarrage et perte de puissance motrice. Cette dernière, retenez-la bien, parce que c'est la plus dangereuse. Ça veut dire que le moteur peut lâcher en roulant, sur autoroute, à 130, avec une remorque derrière, une famille à bord et plus aucune puissance pour vous sortir de là. La NHTSA elle-même classe ce risque comme un danger d'accident. On n'est pas dans le confort, on est dans la sécurité. Et regardez comment cette affaire est née. Parce que la chronologie, à elle seule, raconte tout. Mars 2022, un véhicule équipé de ce moteur cale, tout simplement. Toyota récupère les pièces, ouvre une enquête et découvre que les paliers principaux du vilebrequin se sont grippés. Premier signal. On pourrait croire à un cas isolé, sauf qu'en juillet de la même année, rebelote. 2 autres moteurs sont retrouvés avec des roulements endommagés. 3 moteurs en quelques mois, tous frappés au même endroit. À ce stade, Toyota fait l'hypothèse d'une contamination interne et ordonne le durcissement du process de nettoyage. C'était en 2022, on est en 2026. Et le problème court toujours. 4 années pleines entre le premier moteur calé et aujourd'hui, sans solution définitive. Gardez cette ligne du temps en tête, parce qu'on va y revenir, et elle va peser lourd. Bon, voilà pour la mécanique. Vous avez compris le quoi. Maintenant, je vais vous montrer le comment, et surtout le pourquoi. Et c'est là que l'histoire bascule. Parce que l'explication officielle de Toyota, des copeaux d'usinage, elle a un trou, un gros trou, et quelqu'un est allé mettre les doigts dedans. Mais avant ça, un détour qui change tout. Parce que pour comprendre pourquoi ce moteur casse, il faut comprendre d'où il vient, et surtout, ce qui l'a tué pour exister. Ce V35A, ce biturbo, il n'est pas arrivé par hasard. Il a remplacé quelque chose. Et ce qu'il a remplacé, c'est un monument. Le V8 atmosphérique 5,7 litres de Toyota, le 3UR-FE. Un bloc sans turbo, sans suralimentation, sans électronique de gavage. Un gros V8 qui buvait, c'est vrai, qui consommait comme un trou, mais qui tournait jusqu'à la fin des temps. Increvable au sens propre. Le genre de moteur qu'on enterre dans une casse avec 500 000 km au compteur et qui pourrait redémarrer si on lui remettait une batterie et un peu de gasoil. Demandez à n'importe quel routier, n'importe quel artisan qui a eu un Tundra ou un Land Cruiser de cette génération, ils vous diront tous la même chose. Ça ne cassait pas. Pourquoi Toyota a-t-il abandonné ce V8 ? Pour les mêmes raisons que tout le monde. La consommation, les normes, le CO2. Il fallait un moteur qui fasse autant de couples, voire plus, en buvant moins. Et la recette miracle de l'industrie, depuis 15 ans, c'est toujours la même. On réduit la cylindrée, on colle des turbos, on monte la pression. Le downsizing. Sur le papier, c'est brillant. Plus de couples à bas régime, moins de consommation, moins de CO2, les normes sont contentes. Le commercial est content. Le client lit une fiche technique flatteuse. Tout le monde est content, sauf le moteur. Parce qu'un moteur fortement suralimenté, c'est un moteur sous pression permanente. Plus de chaleur, plus de contraintes internes. Chaque pièce travaille plus dur que dans un atmosphérique de cylindrée équivalente. Vous demandez à 3,4 litres de faire le boulot que 5,7 litres faisaient tranquillement, forcément, ça force. Et dans un véhicule comme le Tundra, un camion qui tracte, qui charge, qui bosse, qui passe sa vie en pleine charge thermique, cette contrainte est maximale. Le résultat était prévisible. Vous prenez une architecture poussée à fond, vous y ajoutez la moindre fragilité interne, un copeau, une tolérance limite, et ça casse. Là où le vieux V8 aurait avalé la saleté sans broncher pendant 300 000 bornes. Vous voyez où je veux en venir ? Le défaut, ce n'est peut-être pas que les copeaux. Le défaut, c'est peut-être le moteur lui-même, sa conception, sa complexité. Et c'est exactement ce qu'un homme a démontré, tournevis à la main. Eric Berg, un spécialiste américain du démontage moteur, une chaîne entière dédiée à ça. Il ouvre des moteurs cassés et il vous montre, pièce par pièce, ce qui a lâché. Pas un journaliste, pas un youtubeur qui récite un communiqué. Un type qui démonte
et qui regarde. Il a récupéré un V35 à mort, un moteur sorti d'un Tundra avec 38 000 miles au compteur, même pas 62 000 km, un moteur quasi neuf. À cet âge-là, un Toyota, normalement, il commence à peine à se faire. Il l'a ouvert, et qu'est-ce qu'il a trouvé? Les paliers principaux ravagés. 2 d'entre eux avaient carrément tourné dans leur logement, ce qu'on appelle un palier qui a tourné. Le pire scénario qui soit. Surchauffe, métal arraché, transfert de matière directement sur le vilebrequin. Une boucherie interne. Mais, et c'est ça le détail qui tue, les coussinets de bielle, eux, étaient propres, nickel, intacts. Alors qu'ils partagent le même circuit d'huile que les paliers détruits. Réfléchissez 2 secondes. Si le coupable, c'était vraiment des copeaux qui se baladent dans l'huile, où irait-il? Partout. L'huile circule dans tout le moteur. Elle passe par les bielles comme par les paliers. Des débris en suspension abîmeraient les deux. Or non, les dégâts sont concentrés sur les paliers principaux, pile à l'endroit le plus chargé du moteur, là où les contraintes sont maximales. Ce n'est pas un schéma de contamination, c'est un schéma de surcharge. 2 pièces sous-dimensionnées pour ce qu'on lui demande d'encaisser. Berg ne va pas jusqu'à trancher, soyons honnêtes. Il évoque des pistes, tolérance d'usinage, dimensionnement des paliers, irrégularité de pression d'huile. Il ne dit pas « Toyota a menti », il reste prudent, en bon technicien. Mais quand un mécano regarde ces photos, il voit tout de suite que l'histoire des petits copeaux, elle est courte, très courte. Elle explique peut-être une partie des casses. Elle n'explique pas ce schéma de destruction-là. Et Toyota dans tout ça? Eh bien Toyota maintient sa version. Les copeaux. Toujours les copeaux. Officiellement, rien d'autre. Sauf que, et accrochez-vous, parce que c'est le moment où ça devient vraiment gênant, le 3e rappel, celui de mai 2026, les 44 000 derniers camions. Ces moteurs-là, ils ont été fabriqués après que Toyota ait mis en place ses contrôles. Toyota a identifié le problème dès 2022, a durci ses procédures de nettoyage dans son usine d'Alabama, a annoncé que c'était réglé et les moteurs fabriqués avec les nouvelles procédures cassent quand même. Alors je pose la question que personne n'ose poser franchement. Si le problème c'était juste la propreté et que vous avez nettoyé, renforcé, contrôlé, pourquoi ça casse encore? La réponse logique, elle est sous vos yeux. Parce que ce n'était jamais que une question de propreté. La rustine ne tient pas parce qu'elle est posée au mauvais endroit. On nettoie un moteur dont le vrai problème n'est peut-être pas la saleté, mais le dessin. Voilà où on en est. Le constructeur du zéro défaut, l'inventeur du Kaizen, cette philosophie d'amélioration continue qu'on enseigne dans toutes les écoles d'ingénieurs de la planète, met 4 ans à colmater ce qu'il présente comme une fuite de copeaux. 4 ans. Première alerte en mars 2022, on l'a vu, un moteur qui cale, une enquête interne qui découvre des paliers grippés, et en mai 2026, toujours pas de remède définitif validé. Les clients attendent. On les préviendra par phase. Traduction de mécano, prenez votre mal en patience, on ne sait pas encore quoi faire, on vous tiendra au courant. Et pendant qu'on y est, un détail qui en dit plus long que tous les communiqués. Le Tundra existe aussi en version hybride. Même usine, même chaîne de montage, mêmes ouvriers, le même camion, à quelques pièces près. Eh bien le Tundra hybride, lui, aucun rappel, aucun problème, épargné. Pas un seul moteur hybride concerné par toute cette affaire. Et Toyota n'explique pas pourquoi. Le silence, sur ce point précis, est total. Vous voyez la différence entre les 2 versions? Une seule au fond, la sollicitation. Sur l'hybride, le moteur électrique prend le relais, soulage le thermique, lisse les pics de charge, démarre la voiture, pousse à bas régime. Le V6 essence travaille moins fort, moins souvent, moins violemment. Sur la version non hybride, le V6 encaisse tout, seul, tout le temps. La version qui force, casse. La version assistée, tient. La même usine produit les deux, et seule la mécanique la plus tendue lâche. Si ça, ce n'est pas la preuve que le problème est dans la conception et dans la sollicitation, et pas seulement dans le balai de l'usine, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Bon, reprenons notre souffle. Parce que là, vous vous dites peut-être, d'accord, mais 270 000 moteurs, sur combien de plaintes réelles? Combien de casses pour de vrai? Et c'est une vraie question, honnête. Je vais y répondre tout aussi honnêtement, parce que je ne suis pas là pour vous gonfler un chiffre. Au stade du premier appel, Toyota n'avait reçu que 824 réclamations sous garantie. 824 sur plus de 100 000 véhicules. Autrement dit, le taux de casse réellement constaté est faible.
très faible, moins de 1%. La grande majorité de ces moteurs n'a jamais eu et n'aura peut-être jamais le moindre souci. Soyons justes là-dessus. Si vous deviez parier, statistiquement, votre moteur tiendrait. Ah, vous voyez, me direz-vous, ce n'est pas si grave, vous en faites des tonnes. Sauf que c'est là que ça devient intéressant. Parce que malgré ce taux ridicule, malgré ces 824 plaintes sur 100 000 véhicules, Toyota a décidé de remplacer les moteurs, tous, y compris les moteurs parfaitement sains. Des moteurs qui n'ont rien, qui tournent bien, qui n'ont jamais cogné, jamais calé, et qu'on va déposer pour en remettre un neuf. Un moteur complet. Le coût le plus élevé qui soit pour un constructeur. Posez-vous la question. Pourquoi un constructeur ferait une chose pareille? Pourquoi remplacer des moteurs qui marchent à un coût astronomique par pure précaution quand 99% d'entre eux ne casseront jamais? Une seule explication tient debout. Parce qu'il est incapable de savoir lesquels sont touchés. Toyota l'admet noir sur blanc. Ils ne savent pas combien de moteurs contiennent réellement le défaut. Ils ne peuvent pas les distinguer. Pas de test fiable pour dire « celui-là est bon », celui-là est condamné. Alors dans le doute, on remplace tout, on rase tout pour être sûr. Ça, c'est l'aveu. L'aveu d'une perte de contrôle sur son propre process industriel. Le roi de la maîtrise. Celui qui a inventé les méthodes que la Terre entière copie, qui ne maîtrise plus assez pour trier ses propres moteurs. C'est ça l'information, pas le nombre, la perte de contrôle. Toyota le savait mieux que personne. Toyota a bâti un empire planétaire là-dessus, sur cette idée simple. Et le jour où Toyota l'a oublié, sur un seul moteur, sur une seule gamme, pour suivre la mode du downsizing comme les autres, ça lui a coûté 270 000 blocs à remplacer et une fissure dans la légende. La fissure n'est pas mortelle. Soyons clairs jusqu'au bout. La légende tient encore. Toyota reste numéro 1. Et je continuerai à recommander leurs hybrides les yeux fermés, parce que ça marche. Mais la fissure est là, bien réelle, visible. Et elle nous dit une chose simple, valable pour toutes les marques, sur toutes les voitures que vous achèterez désormais, japonaises ou pas. Plus c'est sophistiqué, plus ça casse.